Donc tu vois, c'est marqué en train de faire la prévol par moins 2 degrés. Aujourd'hui, on va faire de la préparation à la navigation. Donc parce que là maintenant on passe à l'étape d'après, donc faut bien s'assurer de savoir tout bien faire. Pour faire cela, moi j'ai une genre de petite checklist pour m'assurer que j'ai bien tout regardé. Et faut s'assurer qu'on a bien tout préparé. Parce que ça peut arriver, tu as tellement de choses à faire pour bien préparer une navigation en profondeur que ça peut arriver de zapper un item ou deux. Moi ce que je fais, c'est que je m'aide d'un document qui n'est pas officiel. C'est une petite trame finalement qui est faite par la fédération. Sur le guide du pilote VFR. Hop, il se télécharge. On va s'imaginer aujourd'hui, donc on part de Toussus, là, de la maison, et qu'on va jusqu'à, par exemple, jusqu'à Deauville. Bon, tu vois, il n'y a pas trop d'obstacles, il n'y a pas trop de choses qui viendraient nous embêter. Donc, première chose, c'est détermination du trajet et de l'altitude de sécurité. Le trajet, c'est comme je te l'ai montré la dernière fois, c'est... Tu prends ton point de départ, tu trouves un premier point de navigation. Pourquoi ton aérodrome doit être différent du premier point de navigation? Et pour la simple et bonne raison que quand tu décolles, tu as autre chose à faire que de gérer ta nave. Faut d'abord gérer son avion parce qu'au décollage, on a des choses à faire. Faire les checklists après décollage, faut gérer ses trajectoires de départ, tu vois. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que l'idée, ton premier point de navigation, tu puisses y aller soit par cœur, parce que c'est la maison, tu connais, soit par cheminement. Donc tu vois, à la maison, nous, on prendrait quoi en premier point de navigation? On est en 0,7 avec une sortie chute d'Ampierre. Par contre, si on va à l'ouest, le plus pertinent, ça reste les étangs d'Hollande. Tu vois, ça a 5 minutes de vol, 5-6 minutes de vol. L'idée, ça reste pertinent. Faut pas que tu ailles à plus de 5 minutes de vol, par contre. Tu as un rayon d'incertitude où après, même si c'est du par cœur, tu peux quand même te paumer. L'idée, c'est que tu décolles de Toussus, tu sais que tu as décollé à telle heure, hop, on va jusqu'aux étangs d'Hollande, et là, on commence notre navigation. À l'inverse, Deauville, on connaît pas, tu vois. Mais moi, là, regarde, par exemple, je vois des autoroutes qui se croisent, tu vois. Et c'est quelque chose qui est rapide à voir. Tu vois, un gros croisement d'autoroute, ça se voit forcément. L'idée, dis-toi, tous tes repères, ça doit être des repères que tu penses visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ton altitude, faut que tu puisses avoir un repère repérable. Du style, tu vas pas me prendre 2 ruisseaux, mais plutôt une autoroute qui croise un fleuve. Tu vois l'idée? Plus c'est gros, mieux c'est. Pour se localiser, il faut au minimum 2 traits qui se croisent pour faire un point. L'idéal, c'est 3, tu vois, comme ça au moins t'es sûr, mais 2, c'est le strict minimum. Par contre, dans le cas d'une navigation, ça peut, sans faire forcément l'objet d'une procédure point tournant, ça peut te faire un petit checkpoint du style, je passe cette autoroute, ça peut me faire un changement de fréquence, tu vois. Ça peut nous rappeler, tac, ok, on est là, on sait pas exactement où on est sur l'autoroute, mais comme l'autoroute longe la zone de Chevreuse, on passe avec eux. Donc, retiens, un repère, c'est 2. C'est un croisement, voilà, de 2 repères. Donc ça peut être une ville, par exemple, qui est collée à une route. Tu vois, c'est pas forcément 2 choses qui se croisent. Ça peut être quelque chose de ponctuel, du style une grosse ville qui est à côté d'une route. Et ce qu'il faut, surtout, c'est faire ce que je fais là. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, l'idée, c'est on trace un beau trait droit. Et ensuite, on regarde sur ce trait où on a les meilleurs repères. Alors bien sûr, si on n'a pas de repères, on peut se permettre quelques degrés d'écart. Faire des petites branches, commence pas à me faire des zigzags, tu vois. Parce qu'après, sinon, tu vas passer ton temps à faire des points tournants. Et souviens-toi, moins t'en fais en vol, mieux tu te portes. Selon toi, la bonne fréquence de points tournants, c'est combien? Pour être à l'aise en navigation? 10 minutes. Ouais, c'est ça, c'est 10 minutes, un quart d'heure grand max. C'est entre 10 minutes et un quart d'heure. C'est parfait. Si tu fais une nave plus longue, tu peux tolérer un petit peu plus, mais souviens-toi, faut savoir quand même tout le temps où t'es. Donc si t'as une navigation où t'es actif sur le monitoring de ta navigation et que tu sais tout le temps où tu es en permanence, etc., ou que tu fais une navigation assistée par du GPS, par des moyens de radio-navigation, ce genre de choses, c'est pas déconnant de rallonger un petit peu les legs, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut quand même assurer la navigation. Tu vois, donc si tu passes tout ton temps à te fatiguer aussi à faire des points tournants, ça peut être un peu problématique. Typiquement, tu me fais une navigation d'1 heure, il y a 10 points tournants, ça sent mauvais. Ça sent le gars qui va arriver, qui va être claqué et surtout qui n'aura pas eu une seule seconde pour préparer son arrivée. Et comment on détermine l'altitude de sécurité, Edem? C'est sur la carte VAC. Alors, la carte VAC, le problème c'est qu'on l'aura pas partout. Parce que là, regarde, on fait quand même un grand trajet. Et pour déterminer ton altitude de sécurité, admettons, on a un point tournant qui se situe ici.
on a un autre point tournant qui se situe ici. Tu vois, avec nos repères au sol, tout ce qui va bien. On coupe maintenant vertical, ça nous donnerait quoi? Tu prends donc ton trait, et de part et d'autre de ton trait, tu prends ta règle, et tu mesures 5 nautiques de chaque côté, et tu regardes quel est l'obstacle le plus haut dans ce couloir. Pourquoi on prend 5 nautiques de chaque côté? Parce que simplement, on peut dériver. Oui. Si on a mal pris la bonne correction de dérive, en fait, on peut dériver, tu vois. Et 5 nautiques, ça nous permet de rester safe. Parce que pour dériver de 5 nautiques en 10 minutes, faut le vouloir. Tu vois, c'est vraiment que tu n'as vraiment pas pris le bon cap. Ça, c'est pas réglementaire. Ce que je te dis là, c'est un bon usage. Et ce que dit la réglementation, autour de ton avion, tu as une bulle de 500 pieds. Donc de 150 mètres à tout casser. Et dans cette bulle, tu dois rien avoir. Que ce soit le sol, un obstacle, etc. etc. Donc, techniquement, j'ai une antenne. Je peux passer 150 mètres à côté. Sauf que nous, on est conservateurs et on reprend encore plus de marge. Donc, tu as vu, latéralement, tu prends 5 nautiques de chaque côté. Et pour déterminer maintenant, en vertical, à combien on passe, c'est ça qui nous intéresse. On va prendre l'obstacle entre 2 points tournants le plus haut. Donc ici, ce serait lui. On lit, par exemple, 887, entre parenthèses, 662. Entre parenthèses, ce sera la hauteur de l'obstacle. Sans parenthèses, ce sera l'altitude. Si tu fais la différence des deux, en fait, tu trouves l'altitude du sol. Donc ça, c'est important. C'est que nous, on se met quand même toujours du bon côté, du bon sens. Ça, on va l'arrondir au supérieur. Donc, on va l'arrondir à 890. Donc, notre altitude sur le secteur, on bosse pas trop avec des 1390. C'est beaucoup plus simple de marquer... 1400. Voilà, 1400. Donc, 1400 pieds, ça veut dire que ton altitude sécu, donc là, tu vois, tu auras plus 500 pieds ici, par rapport à ton obstacle le plus haut. Et sur la leg d'après, admettons, on a un obstacle qui est à 600 pieds. Et sur cette leg-là, ton altitude sécu, ce sera 1100. Donc ici, 1400. Et ici 1100. Voilà, ça c'est hyper important. Ça, dis-toi, l'altitude de sécurité, tu l'as déterminée au chaud chez toi, quelque chose de réfléchi, tu as bien tout mesuré, etc. Donc quand t'en voles, tu vois que tu es en train de passer sous ton altitude de sécurité, là tu as tous les voyants rouges. L'altitude sécu, elle est pas là pour faire joli. Hein. Quand on passe sous l'altitude sécu, on se pose pas de questions, demi-tour droite, on rentre à la maison. Ou on fait un déroutement. Ouais, si t'es au milieu de nulle part, que t'as la maison qui est justement à l'endroit où t'es censé aller, c'est compliqué. Ensuite, recensement des aérodromes avec les cartes VAC, etc. Ça sert à quoi? En fait, ça sert en cas de déroutement, justement. Comme ça, t'as un peu en tête tous les aérodromes. En France, pour atterrir en dehors d'un aérodrome, hors cas de panne moteur, bien sûr, faut le vouloir. Parce que, alors, à part une météo vraiment pourrie ou vraiment des conditions qui feraient que, mais tu vois que tu as toujours un aérodrome, on va dire, dans un disque de, allez, peut-être 20 minutes de vol, 30 minutes en fonction des régions, quoi. On a un pays qui est bien garni en aérodrome. Donc ça, c'est chouette. On est toujours à portée de main d'un endroit safe pour atterrir. L'idée, c'est quand même de regarder un peu les spécificités parce que c'est bien beau de regarder tous les terrains, de savoir qu'il y en a, mais imagine, c'est tous des terrains privés ou des terrains où tu peux pas y aller sans accord du propriétaire du terrain. N'oublie pas, en cas d'urgence, t'es le roi du monde. Hein. Que ce soit fermeture administrative, usage restreint ou ce que tu veux, il y a une piste, tu vas te poser. Hein. Consultez Sophia Briefing, site NOTAM, SUPTA IP. Alors, deux grandes familles, les NOTAM, les SUPTA IP. En fait, le NOTAM va te dire, il y a un SUPTA IP. Et le SUPTA IP, tu auras tout le détail. Là, tu vois, par exemple, pour la piste, s'il fallait qu'il t'explique tout sans image et juste en un petit texte comme ça, ce serait pas possible. Ça, ce serait illisible. Donc là, ils t'ont sorti un beau SUPTA IP, que je vais te montrer d'ailleurs. Donc, Sophia Briefing, c'est un site qui a été créé il y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était une ancienne version qui était un peu vieillotte. Donc ils ont décidé de tout refonder au même endroit. Donc Sophia Briefing, tu auras tout ce qui est NOTAM, etc. Donc quand je te demande prochainement de consulter les NOTAM, il faudra que tu ailles sur Sophia Briefing. Donc tu vois, le plus pertinent, tu fais préparation. Hop. Et là, il te propose tout. Donc soit tu fais un local, soit une navigation. Tu vois, tu peux même déposer les plans de vol. Donc dans le cadre du vol de nuit, du survol maritime, ce genre de choses. Et là, regarde, on a les SUPTA IP et les NOTAM. Donc on va regarder par exemple, nous, nos NOTAM à tout su. Donc aérodrome. Aujourd'hui, on va dire qu'on part dans 1 heure, on va mettre notre destination, LFRG pour Deauville. Et là, tu vois, tu pourrais mettre tous tes petits aérodromes que tu as recensés. Parce que c'est important de savoir les NOTAM. Il faut que je mette les aérodromes qui sont sur le trajet. Bah oui, parce que imagine, ils sont tous fermés qu'aux travaux. En fait, ça sert à rien d'y penser comme solution puisqu'ils sont tous fermés. Quand c'est une fermeture administrative, du style, les espaces aériens sont fermés pour le 14 juillet. Quand t'es en détresse, on s'en fiche. Tu vois, tu passes ton message mail à la radio, t'auras quelqu'un qui va te répondre, tu dis, écoutez, moi, ma solution la plus
plus direct, c'est d'aller péter les espaces aériens qui sont fermés pour cause administrative, c'est faisable. Si, comme là, la piste est détruite cause travaux, tu m'accorderas qu'on peut pas poser, ou en détresse ou pas en détresse. Donc c'est pas le meilleur moyen d'y aller. Et là, tu fais recherche. Et là, bah, tu auras toute la liste des NOTAM en vigueur. Donc là, regarde, on peut rapidement en voir quelques-uns. LFFA, LFPN, LFFF. Alors, bon, t'as vu, il y a 15 000 codes. Pour faire très très simple, la ligne A, c'est l'aérodrome en question. Donc tu vois, c'est important, c'est la ligne A, c'est quasiment la plus importante parce que ça te dit quel aérodrome est concerné. Le Q, ça te dira un nombre d'informations. Ce qui est important à se souvenir, c'est le IV. Ça te dit si c'est IFR ou VFR. Là, tu vois, on est tous concernés. Et ensuite, le 00999, en gros, ça veut dire que là, c'est de la surface jusqu'à l'ISS. En gros, ça concerne tout. Et là, ensuite, tu as la précision vraiment très très précise de la localisation. Et le E, bah en fait, c'est le texte. NOTAM Trigger, SUPAIP RAC. T'as vu? Je t'ai dit. Restriction et modification d'exploitation, cause travaux et réhabilitation de la piste 07 droite 25 gauche. Les restrictions de trafic sont annoncées par NOTAM. Ce SUPAIP est disponible sur le site du SIA. Le site du SIA, c'est le service d'information à l'aéronautique. Ok, tu auras toutes les infos, les cartes VAC, les cartes aéronautiques, tu auras tout sur le site du SIA. Dis-toi, la source officielle de tout ce que tu vois sur les applications, sur les choses comme ça, c'est le SIA. Et ben on va aller voir le fameux SUPAIP. Alors, SUPAIP Métropole. On va mettre LFPN, tac. Tu vois, donc là, on est passé sur un autre site. Hein. On est directement sur le site du SIA, on n'est plus sur le beau site de Sophia Briefing. Hein. Bam, tu vois, t'as le numéro du SUPAIP, on clique dessus, et là, t'as 3 pages où tu auras du gros texte qui vont tout expliquer. Et là, t'as les schémas. Tu vois, il te dit, bah, toutes les entrées de cette piste sont fermées, cause travaux, la piste va être détruite, etc. Ils vont te dire, bah, les camions vont circuler là, etc., etc. C'est ça l'intérêt d'un SUPAIP, tu vois, c'est de vraiment aller dans le détail. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a regardé les NOTAM, les SUPAIP, ben on sait qu'on peut y aller. Parce qu'imagine, tu vas aller à un endroit, mais c'est fermé pour cause administrative ou je ne sais que. Bah tu restes au sol, ou tu décides d'aller ailleurs. Tu vois, c'est presque plus pertinent parfois de regarder un petit coup d'œil sur les NOTAM avant de préparer toute ta nave, tu vois. C'est pour ça que ça arrive quand même dans les premières étapes, tu vois, les NOTAM manuels. Ensuite, examen des transits, TMA, CTR, zone restricted, etc. Donc là, est-ce que tu verrais des zones dans lesquelles tu transiterais? Admettons, on vole à 4000 pieds. Donc j'aurais que tu me dises à 4000 pieds, dans quelle zone on passerait? Dans cette zone. Ça, c'est un VOR. Ça, c'est le symbole du VOR avec la rosace qui est autour, en fait, qui te met toutes les radiales. Les zones contrôlées, TMA, CTR, ce sera toujours des traits bleus. Et ce sera tout ça. Tu vois? Oui. Là, t'en as une deuxième. Et t'auras l'indicatif. Regarde, TMA Évreux 1, t'as le niveau où elle est active. Donc, entre 1500 pieds et le niveau 65. Donc nous, t'es d'accord que si on vole à 4000 pieds, on est en plein dedans. Et ensuite, t'auras la fréquence en dessous. 118, 125. Est-ce qu'on peut rentrer comme des touristes dans une classe Delta? Non. Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Faut faire quoi? Demander une clairance. Exactement, une clairance. En l'occurrence, ce serait une clairance de transit, puisqu'on va pas à Évreux. Nous, on veut juste transiter dans leur espace. Donc, hyper important, t'as prévu de passer, c'est ce que dit l'étape. On examine notre transit et on regarde si on passe dans des zones. Donc là, à 4000 pieds, bon, bah là, de toute façon, on imagine qu'on ferait une montée en escalier parce qu'on est limité par toutes les zones de classe alpha avant. Tu vois, ici, on est limité. Alors, c'est très, très dense, la région parisienne. Mais tu vois, là, ici, on connaît. Ici, c'est 1500 pieds. Ensuite, au niveau des étangs d'Hollande, 2500. 2000. Parce que tu vois, la classe alpha, elle est entre 2000 et 2005. Nous, on peut pas aller dedans. Donc, on prend la limite basse. Donc, 2000 pieds. Ensuite, ici. 3005. Voilà, 3005. Et ensuite, ici, là, la dernière qu'on croiserait... 4005. Voilà, tu vois. Donc, c'est vraiment une montée en escalier. Et ça, c'est hyper important. Donc, moi, limite, je préfère que tu me dises, bah, Aymeric, les zones, j'ai pas vraiment de repères pour savoir quand est-ce que je croise la frontière de la zone. Je me mets du bon côté. On reste, par exemple, à 2000 pieds, jusqu'à temps de croiser, par exemple, cette voie ferrée où je suis sûr que je pourrais minimum être à 3005, tu vois. Je préfère que tu sois très, très conservateur, quitte à pas se prendre une zone, parce que quand on rentre dans une classe alpha déjà en VFR, on a le droit ou pas d'ailleurs? J'ai un doute. Non. En général, s'il y a du rouge, c'est chaud. Faut s'en méfier. Dans les classes alpha en VFR, c'est complètement interdit. Les classes alpha, c'est que pour les IFR, donc les vols aux instruments. Nous, on a le droit à tout le reste, sauf les classes alpha. Donc c'est bien pour ça que c'est du rouge, tu vois. Faut t'en méfier comme de la peste, parce que souvent, il y a quelque chose derrière, soit c'est une classe alpha, soit c'est une zone dangereuse, une zone restreinte, ou une zone carrément prohibitive, interdite. Ok, les papas, les delta, les roméo. On passe dans des espaces incontrôlés, mais aussi si on passe pas dans des zones interdites. C'est important quand même de voir si notre trait il passe pas en plein milieu de choses où on peut pas transiter. Et regarde, là, on en a justement ici, là, des petites. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est l'altitude de ces zones-là? Quelle est l'altitude que tu vois?
3500. Et en fait, ce sera marqué juste là. Tu vois, tu auras le numéro de la zone qui est juste ici. Donc là, la Romeo 188. Et juste en dessous, tu auras marqué 500 ASFC. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone-là, elle va jusqu'à 500 pieds sol. ASFC, c'est above surface. Donc en gros, nous, si on est au-dessus de 500 pieds, on s'en fiche. Et dans tous les cas, on peut aller en dessous de 500 pieds? Non. C'est quoi notre altitude minimum? 500. Bah c'est ça, c'est 500 pieds. Donc dans tous les cas, ces zones-là sont en dessous de nous. Admettons, elle va plus haut. Comment je pourrais savoir? Parce qu'une zone restricted, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est restreint, c'est pas interdit. Donc parfois, il y a peut-être une fréquence qui est raccordée à cette zone, tu vois, où on peut demander le transit, ce genre de choses. Les restricted, il faut savoir que tu as le droit de passer dedans si tu as l'accord. Donc dans ces cas-là, bah, il y aura peut-être une fréquence associée, où le SIV du coin te dira, le service d'information de vol du coin te dira, bah écoutez, contactez telle fréquence et essayez de voir avec eux s'ils vous l'accordent. Si vous l'accordent pas, repassez avec moi et on verra ensuite pour l'autre route. Mais je vois, c'est important. Et les zones restreintes, les zones dangereuses. Alors, zones dangereuses, il faut plutôt les éviter. Si elles sont dangereuses, c'est qu'il y a une raison. En général, c'est souvent de l'activité militaire au sol. Ils font des essais, ce genre de choses. Mais comment on fait d'ailleurs pour savoir exactement ce qui se passe dans cette zone? On va chercher les infos sur le complément aux cartes. Ça, c'est bien dans le nom. Complément aux cartes VFR. Donc, il faut savoir que c'est un document qui est mis à jour tous les ans. J'ai l'édition de l'année dernière, mais tous les ans, c'est téléchargeable gratuitement. Je retélécharge la nouvelle version. Et en fait, l'avantage d'avoir la version numérique, bah, c'est qu'on peut chercher dans le document, parce que tu as vu, ça fait quand même quasiment 300 pages. Hein. Et là, en fait, tu auras toutes les infos. Les transits maritimes, les itinéraires de nuit, etc., etc. Tu auras tout ce qui vient compléter la carte. Et ben nous, regarde, notre petite zone, elle nous intéresse. Par exemple, celle que j'aime bien là. La Delta 588. Donc Delta, c'est pour dangereuse. Roméo pour restreinte, Papa pour prohibited, donc interdit, tu vois, DRP. La Delta 588, et ben on va noter. Delta 588, puisque moi je sais pas ce qui se passe dans cette zone, mais ça m'intéresse quand même de savoir. Activité, et c'est du propulseur Ariane. Donc tu vois, c'est pas n'importe quelle zone là quand même. C'est une zone où ils essayent des moteurs de fusée. Là, c'est giga dangereux. Ensuite, recensement des zones et espaces influents, TMZ et RMZ. Bon, en gros, ça revient un peu à, tu vois, nos espaces dans lesquels on va transiter. Bon, on les note tous. Examen des cartes basse altitude. Alors, nous, en région parisienne, nord de la France, on n'en a pas trop. Tu vois, c'est plutôt des zones qui sont plutôt dans le sud. C'est des zones, donc il y aura des cartes ASBA qui sont pareil dispo en ligne gratuitement. Et ce sera toutes les zones activables et ou activées dans lesquelles les militaires s'entraînent. T'imagines les Rafales et les Mirages en train de faire du basse altitude ou parfois du haute altitude aussi. Mais là, en l'occurrence, on parle des ASBA, donc c'est du basse altitude. C'est important de le savoir parce que pour X ou Y raison, tu as besoin de descendre. Et parfois, c'est surtout des zones qui sont certes en basse altitude, mais qui peuvent monter un peu. Et quand les militaires s'entraînent, ils ferment complètement le couloir. Et si tu peux pas monter cause plafond quoi, ça te fait un vrai mur devant toi et tu peux pas y aller. Consulter le complément aux cartes VFR du SIA. Bon, t'as vu? J'ai anticipé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu qu'on passait dans certaines zones. Plutôt que de s'amuser à faire 15 traits, on va tout de suite regarder si ces zones sont impactantes pour le vol ou non. Si oui, on fait un autre trait. Sinon, on trace. On détermine les heures du coucher, du lever de soleil. Pourquoi? Parce que moi perso, si je vais à Deauville, bon, c'est pour passer un petit moment, on va manger, on va se faire un petit casse-croûte sur l'aérodrome et ensuite on repart. Mais imagine, on traîne un peu, la météo se dégrade un peu, on retarde le départ, et faut bien se fixer une heure limite parce qu'après on finit de nuit. T'es qualifié de nuit toi? On peut rentrer ou pas? Non. Bah non, on peut pas. Donc c'est embêtant, tu vois. Faut penser à ça quand tu seras avec tes passagers après, te dire ok, quoi qu'il en coûte, à telle heure, faut qu'on parte, sinon on passe la nuit sur place. N'oublie pas, jamais de pression sur la météo, jamais de pression sur quoi, il y a des assurances qui existent, etc. Je t'en parlerai plus tard, mais retiens un truc, c'est que la sécurité en premier. Faut jamais se dire, quoi qu'il en coûte, je pars. Parce que c'est souvent comme ça que les rapports du BEA commencent. C'est souvent des gars qui avaient une pression temporelle ou une pression événementielle, ce genre de choses, pour aller à un endroit, et malheureusement, ils se sont foutus dedans. Donc toujours se dire, tant pis, s'il faut annuler, on annule. On dit toujours, l'avion léger, c'est le moyen le plus rapide pour voyager pour les gens pas pressés. Collecte, consultation, analyse du dossier météo. Ça c'est vraiment, ça on le fait la veille, si ce n'est le matin juste avant de partir. Donc comment on fait un beau dossier météo, Edem? On va sur AeroWeb. Tu vois, chaque site a ses spécificités. Sophia Briefing, ce sera pour tout ce qui est NOTAM, SUPA IP, dépôt de plan de vol. AeroWeb, ce sera le site
de Météo France dédié à l'aviation. Hop, donc tu te crées un compte, hein, c'est complètement gratuit, hein, c'est un site de l'État, hein, tu as République française, Météo France. L'interface est assez facile d'utilisation, c'est pas les derniers designs, c'est pas ce qu'on demande, on veut un truc pratico-pratique. Il me semble même que sur Sophia Briefing, tu peux faire de la météo, mais moi je préfère le faire sur AeroWeather. Regarde, moi en plus, t'as vu, j'ai enregistré des navigations que je fais régulièrement. Tu vois, comme ça, ben, je clique sur le dossier, hop, et t'as vu, il me génère tout. C'est pas mal, hein. Et là, regarde, je fais par exemple imprimer tout le dossier, et là, t'as vu, il me sort une belle fiche avec tout mon dossier, les cartes météo, etc. Bon, là, c'est parce que j'ai tout bien paramétré. Toi, tu vois, le jour où t'as rien paramétré, bah faut savoir le faire. Donc, on va se faire un petit dossier de vol. On est sur AeroWeb et on va faire un trajet. Je t'ai dit, hein, c'est assez simple d'utilisation. On va de LFPN à LFRG. Valider mon trajet. Et là, t'as vu, il te sort tout. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est imprimer tout le dossier. Je te demande pas de l'imprimer, je te demande de le sauvegarder. Parce qu'on va pas utiliser du papier pour rien. On n'est pas à l'ancienne, on a un gros dossier de vol qui est comme ça. Je te demande, soit tu l'as sur ton téléphone avec peut-être un petit backup sur une tablette ou quoi. L'idée, c'est qu'en cas de contrôle, tu puisses justifier. Regardez, j'ai regardé la météo. T'es pas obligé de le justifier à l'instant du contrôle. C'est juste en cas de contrôle, il faudra que tu justifies que tu as bien pris l'heure, la météo à la bonne heure. Pourquoi je te conseille d'utiliser le site officiel? Parce que le site officiel, comme c'est un site de l'État, en cas de litige, imagine tu as oublié d'enregistrer le dossier. Et bah tu pourras dire, allez voir sur les serveurs, je me suis connecté, tu vois. Alors que si tu fais ça sur une application ou quoi, privée, c'est plus compliqué, tu vois, en cas d'enquête. Avantage là, comme c'est l'État qui gère, ça reste en interne, entre guillemets. Bon, bien sûr, là, le bon usage, c'est on imprime son dossier de vol. Enfin, on le télécharge. Donc là, bah, regarde, tout sur le noble. On a notre métard, notre taf. Et en fait, on aura tous les métards, tous les tafs de où on va et tout ce qu'il y a à proximité. Et il te dit, bah regarde, en fait, on n'a rien pour tous ces aérodromes. T'as vu, il y a une sacrée liste, hein. Voilà. Et ensuite, on va te dire, bah, diverses informations. Voilà. Quand on fait une nav, ça, je veux que tu le lises juste avant, enfin, la veille, enfin, si possible, juste avant le vol. D'où l'importance d'arriver un peu en avance. Et à la fin, tu vois, tu auras les cartes. Et là, l'avantage, bah, c'est que ça te sort la carte du bon moment. Donc là, tu vois 6h UTC, c'est celle qui est valide dans 4 minutes. Voilà. Donc là, bah, t'as tes cartes de vent, tes cartes de Wintem, tes cartes de Tancy, etc. Et là, on a des volcans. Je sais pas pourquoi ils nous sortent des volcans, parce que de mémoire, en région parisienne, entre Deauville et Paris, il n'y a pas de volcan. Je sais même pas où c'est. Là, on va faire le plus fun, préparation, bilan, massé centrage, autonomie. Bon, là, on a déterminé, on a, allez, que je te dise pas de bêtises, on a 90 nautiques à faire. 90 nautiques à faire, ça veut dire quoi? On va à quelle vitesse, nous, Hélène? Ouais, 100 nœuds. Donc, à tout casser, on va faire 90 nautiques en combien de temps? Alors, maxi 1 heure, je suis d'accord. Tu te souviens comment on calcule? Facteur de base égale 60 divisé par la vitesse propre. Le facteur de base, c'est la clé pour tous tes calculs en navigation. Donc, le facteur de base, ça nous fait 60 divisé par 100. Ça nous fait 60 divisé par 100, ça fait combien? 0,6. Une fois que tu as ça, tout simplement, on s'embête pas. Tu retiens ça. Tu retiens que le temps, c'est égal à la distance fois le facteur de base. Notre temps, c'est égal à 90 nautiques fois 0,6 égale 54 minutes. Pratique. C'est le temps qu'il faut pour faire un nautique. Parce que tu es d'accord qu'à 100 nœuds, on va plus vite qu'à 60 nœuds. Donc à 60 nœuds, on fait 1 nautique par minute, mais à 100 nœuds, on fait 1,6 nautiques par minute. On sait qu'on consomme 20 litres à l'heure. Bon là, t'as raison, on s'embête pas, on prend 1 heure. Tu vois, on reste du bon côté. Tu peux toujours arrondir aux 10 minutes supérieures. Donc là, bon bah pour le trajet, il faudra 20 litres. On va parler de ce qu'il faut dans l'avion. Donc quand on part du parking, déjà, à minimum, t'es d'accord, pour le voyage, il nous faut 20 litres. Est-ce que si on met 20 litres comme ça suffit? Il faut quoi d'autre? Réserve réglementaire. Ok, tu sais c'est combien? Alors, ce que dit la loi, est-ce que tu sais ce que dit la loi? En navigation 2 jours, 30 minutes. Donc combien? 10 litres. C'est pour la réserve. On va à destination, et ça, c'est notre réserve réglementaire. C'est-à-dire qu'on arrive à destination, on n'a plus rien à réservoir. C'est bête. Là, on imagine, on va juste à Deauville, et limite, à Deauville, on peut refaire du carburant. Et ben en fait, déjà, avant ça, il faut qu'on puisse aller jusqu'à la piste. Donc, il faut du roulage. Forfait roulage, on va prendre 5 litres. Ça, c'est pour le roulage. Donc, 5 litres, 20 litres, 10 litres. Imagine, on peut pas poser à Deauville. On fait quoi? On se déroute. Faut bien prévoir ça. Bon, quand t'es à Deauville, le plus proche, c'est le Havre. Bon, grosso modo, le temps de te dire, bon bah tant pis, on peut pas y aller, on va ailleurs, etc. Il y a 10 minutes de vol, on compte large, on va se dire une demi-heure, tu vois, pour rester safe. Parce que si Deauville est fermé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut aussi aller au Havre. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Faut se dire, ok, il y a le temps normal, c'est comme Toussus, hein. Le jour où Toussus ferme, t'as tout le monde qui va aller à Pontoise et à Étampes, hein. Donc ça va être le giga bazar, tu vois, donc faut prendre ça aussi en compte, il y aura de l'attente. Donc bah on se prend 10 litres en plus. Ensuite, là on peut rouler, on peut voler, on a notre réserve finale, et si on peut pas y aller, on a notre dégagement. Est-ce que ça te paraît bien, toi?
Déjà, c'est un peu plus de gueule que juste 20 litres. On est d'accord là-dessus? C'est un peu plus de tronche. Pareil, on se met du bon côté. Imagine, ton trait, t'as prévu un tout droit, cause météo, je sais pas, t'as un gros mur devant toi, t'es obligé de faire des zigzags. Bah, faut bien les prendre en compte, ça. Donc pareil, tu vois, on se prend un petit 10 minutes, un quart d'heure en plus. On va se prendre un petit 5 litres en plus. Tu vois, c'est pour la sécurité. On se retrouve avec 5 et 5, 10, 10 et 10, 20, 20 et 20. On a là, ici, on a 40, 40, 50, tu vois. Donc en fait, faut qu'il y ait minimum, stricto minimum, au départ, on ait 50 litres dans les réservoirs. Si on va aller à Deauville en toute sécurité. Ça, pareil, avant chaque navigation, faut le préparer. Ce qu'on appelle le dossier carburant. Et le massé centrage, parce qu'il faut bien déterminer avant l'essence que tu veux prendre. Et le massé centrage, tu sais comment on fait, massé centrage? Super, t'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ok. C'est simple, là, je l'ai, ouais. Ok, bon, parfait. Et pour ceux qui ne savent pas, j'en ai fait une vidéo sur mon TikTok et Instagram récemment. T'as vu comment je renvoie? C'est pas mal. Hein. Vérification des performances atterrissage-décollage. Les performances, c'est ça, voir en combien de mètres je décolle, j'atterris. Où est-ce qu'on a ces informations? Dans le manuel de l'avion. Dans le manuel de l'avion, tu auras toutes ces infos. Tu auras des tableaux. Alors, je vais pas te montrer le nôtre parce qu'il est vraiment très peu pertinent. Il y a 2 lignes. En gros, il te dit volet 0, il te faut ça. Volet 12, il te faut ça. T'as pas de température, etc., etc. Sur un avion qui est bien conçu, qui est avec un beau manuel, etc., tu auras vraiment plusieurs tableaux. Et ça, c'est en fait, tu fais ce qu'on appelle des interpolations. C'est-à-dire que tu vas regarder en combien de mètres, par exemple, l'avion, il te dit à 900 kg, il me faut 600 mètres. À 500 kg, il me faut 400 mètres. Aujourd'hui, on décolle à 750 kg, c'est entre les deux, donc il nous faudra entre 900 et 400, on décollera en 600 mètres. Il faut faire des moyennes, des interpolations, parce que t'auras pas exactement les bonnes valeurs qui t'intéressent le jour J dans le tableau. Alors, à moins que ce soit un giga coup de bol, tu vois. Mais non, on part toujours à des conditions qui sont pas exactement telles que c'est marqué dans le tableau, donc on interprète, on fait des interpolations. Prise en compte des menaces externes, alors bon, bah là, ils font ce qu'on appelle le TEM, donc Threat Error Management. Une threat, c'est une menace, donc c'est extérieur. Une erreur, c'est toi. C'est toi, moi. C'est les personnes dans l'avion. Donc du style, une erreur, ça peut être, ça fait longtemps que j'ai pas volé, je suis un peu en manque d'expérience récente tout en restant dans la légalité, je m'attends à faire des erreurs, donc je suis vigilant sur ce que je fais. Tu vois, je prends plus mon temps, je me précipite pas, je fais les choses calmement. Et les menaces, c'est météo, c'est le vent, ce genre de choses. Et le M, c'est pour management. Pourquoi? Parce que c'est bien beau, hein, tout le monde est capable de faire des listes d'erreurs, de menaces, etc. Le principal, le bon pilote, il fait quoi? Il met une parade devant ça. Comme je t'ai dit, l'erreur, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas volé, je me sens un peu déstabilisé face au rythme, etc. Et ben je me dis, soit je prends un instructeur avec moi, c'est une bonne parade, ça, t'es d'accord, hein? Soit je me dis, voilà, comme je t'ai dit, je ferai les choses calmement, j'y vais tranquillement, je suis bien mes checklists, j'invente rien. Une menace, typiquement du vent de travers, bon déjà, est-ce que c'est dans les limites? Oui, non. Si c'est non, on vole pas. Si c'est dans les limites, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On fera une procédure, atterrissage, décollage, vent de travers. Donc manche dans le vent, qu'on ramènera, etc. Vérification de la documentation de l'avion et du pilote. Ça, c'est ce qu'on fait avant chaque vol, hein, où on vient checker tous les documents, on s'assure que les 7 documents sont bien présents et que les 2 datés soient à jour. Le contrôle technique de l'avion, le CEN, le certificat d'examen à la navigabilité, et le certificat d'assurance. Voilà, c'est comme pour une voiture. Hein. Il y a 2 trucs qui périment, c'est le contrôle technique et l'assurance. Mais on l'appelle pas contrôle technique, on l'appelle le CEN. Vérification des conditions d'expérience récentes. Ça fait 6 mois que t'as pas volé. Tu peux partir avec des passagers? Non. Il faut quoi pour voler avec des passagers? Soit un jour. Oui, mais sur quoi? Je pense qu'il faut avoir effectué 3 décollages et atterrissages dans les 3 derniers mois. Super. Alors, c'est pas 3-3-3. Malheureusement, la règle n'est pas parfaite. C'est 3-3-90. En gros, c'est 3 décollages, 3 atterrissages dans les 90 derniers jours. Parce que t'es d'accord que 3 mois, ça fait 92 jours. Ça fait 30, 31, 31 ou 30, 31, 30, tu vois. Ça fait toujours plus que 90 jours. Ok, donc on retient 90 jours max. Mais techniquement, si t'as ton avion perso, tu peux très bien le prendre au bout de 6 mois. Si ta licence est valide. C'est juste en général, les clubs, ils te disent au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, reviens faire un lâcher avec un instructeur, tu vois. Ça n'a rien de réglementaire, c'est purement une consigne club. Après, c'est du bon sens. Ça fait 6 mois que j'ai pas piloté, je vais demander à un instructeur de venir avec moi pour la sécurité. Rédaction d'un log de nav. Et ça, c'est exactement ce qu'on a fait hier. Tu te souviens, nos colonnes, regarde, on va s'en reprendre un petit log de nav. Il en existe 15 000. Nous, du coup, à l'école, on utilise le nôtre. Donc, le log de nav, c'est exactement ce que je t'ai montré hier. Hein. Donc, simplement, tu remplis les bonnes colonnes, les bonnes cases, et tu vois, tu viens répertorier tous tes points comme je te. Ça, c'est tous les aérodromes. Tous tes points tournants. Oui.
Et c'est hyper important. Hein. L'altitude que tu as prévu de voler et la ZCQ, c'est l'altitude sécu, tu vois. Dis-toi, pour préparer une navigation, c'est un ordre de grandeur quand tu es au début de ta formation. Pour 1 heure de navigation, tu comptes minimum 1 heure de préparation. Grand minimum. Hein. Souvent, moi, ça me prenait plus de 2 heures. Hein. Parce que le temps de tout lire, etc., tu vois, c'est un vrai travail, la navigation. On n'est plus en tour de piste. Hein. Là, on va ailleurs. Faut quand même faire attention si on fait pas de bêtises, tu vois, parce que tu lis pas tous les notames. Tu peux soit traverser une zone où tu n'avais rien à y faire dedans. Tu peux aller sur un aérodrome qui était fermé administrativement, sauf que si t'as pas regardé les notames, à aucun moment t'étais au courant que c'était fermé. Une piste en herbe qui est fermée, t'es pas au courant si tu regardes pas les notames. Donc voilà, la rédaction du log de nav. Pour conclure, dépôt du plan de vol, éventuellement, si on en a un, ce sera pas le cas, nous, dans 95% du temps, mais à l'occasion, on en fera un. C'est juste un petit dépôt, et avant de partir, on demande à la tour de l'activer. Donc avant de mettre en route, on demande pour l'activation du plan de vol, ils disent ok, il est activé à telle heure, et ensuite, à l'arrivée, si on est sur un aérodrome non contrôlé, on doit appeler pour désactiver le plan de vol, parce que si on le désactive pas, et ben ils envoient les secours. Hein. C'est ça l'intérêt du plan de vol. C'est qu'en fait, on est suivi, pas physiquement suivi, mais si dans la borne horaire qu'on a donnée, on donne pas de signe de vie, ils envoient l'intérêt. Donc si on arrive sur un terrain contrôlé, bah, c'est la tour qui le fait automatiquement. Si on est sur un terrain non contrôlé, ça nous le fait, en appelant le BRIA. Et ben écoute, merci pour ton attention. Si tu as des questions, t'hésites pas à me textoter. Comme d'habitude, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis au plaisir de vous répondre. Allez, à plus!